Il y a des prières que l'on ne prononce que, à voix basse, dans le noir absolu de son âme, quand on pense que personne, pas même Dieu, ne peut nous entendre. La mienne était de celle-là. Une prière terrible, honteuse, un murmure qui me brûlait les lèvres chaque nuit. Je priais pour qu'il meure. Ce haine n'était pas un souhait né de la haine, mais le dernier souffle d'un espoir anéanti. Et puis, il y a eu ce mur. Un simple mur de briques, froid et rugueux sous mes mains tremblantes, un soir où la lune était voilée. Ce mur, le mur du voisin, est devenu la frontière entre la femme que Jou était, et celle que je devais devenir pour survivre. C'est l'histoire de ce saut. Le saut hors d'une cage dorée, le saut dans le vide, le saut qui m'a appris, enfin, à construire ma propre forteresse. Notre histoire n'a pas commencé dans l'ombre. Au contraire, elle est née en pleine lumière. Était le genre d'amour que l'on voit dans les films, celui qui fait soupirer vos amis d'envie. Marc était charismatique, brillant, il avait ce regard qui semblait vous percer à jour et vous trouver magnifique. Quand il est entré dans ma vie, était comme si un projecteur était allumé sur moi. J était libraire. Je vivais dans un petit appartement charmant mais modeste, et mes joies étaient simples. L'odeur des vieux livres, les longues promenades solitaires, les discussions passionnées autour d'un café. Il a trouvé tout cela adorable. Les premiers mois furent un tourbillon. Des restaurants étoilés, des week-ends improvisés à Venise, des cadeaux somptueux qui apparaissaient sans raison. Il aimait me voir surprise, heureuse. Il disait que mon bonheur était le sien. Et je le croyais. Comment ne pas le croire? Il a balayé ma vie simple, et a construit autour de nous un palais. Une magnifique maison d'architecte, avec une baie vitrée, donnant sur un jardin parfaitement entretenu. Ma petite librairie est devenue un passe-temps charmant mais peu ambitieux. Il m'a convaincu de la vendre. Tu n'as plus besoin de ça, mon amour, disait-il avec une douceur désarmante. Je veux prendre soin de toi. Laisse-moi faire. Et j'ai laissé faire. J'ai échangé mes piles de livres contre des piles de magazines de décoration. J'ai échangé mes amis de toujours, ceux avec qui je pouvais débattre pendant des heures, contre les épouses de ses associés, avec qui les conversations tournaient autour des vacances au Cap Ferret et du dernier sac à la mode. Au début, je ne voyais pas la cage se refermer. Les barreaux étaient en or massif, et la vue était imprenable. Le premier changement subtil, je m'en souviens encore. Nous étions à un dîner avec ses collègues. J'avais raconté une anecdote amusante sur un voyage que j'avais fait seul, avant lui. Tout le monde a ri. Sur le chemin du retour, dans le silence de la voiture, sa main sur le volant s'est crispée. « Tu n'aurais pas dû raconter ça, » a-t-il dit, le ton glacial. « Ça te fait passer pour une fille un peu bohème. Ça ne correspond pas à notre statut. » J'ai été stupéfaite. « Mais c'est mon histoire, » ai-je répondu. Il a eu un petit rire condescendant. « C'est notre histoire maintenant. » À partir de là, les conseils sont devenus plus fréquents. Ma façon de m'habiller était un peu trop simple. Mes opinions politiques, un peu naïves. Mes passions, comme la poterie que j'avais commencée. Un passe-temps salissant qui ne mène à rien. Chaque parcelle de mon identité était poliment poncée, lissée, pour s'adapter à l'image de la femme parfaite qu'il voulait présenter au monde. Ma voix s'est éteinte. D'abord dans les dîners, où j'ai appris à hocher la tête et à sourire, puis à la maison, où contester le moindre de ses choix entraînait des jours de silence glacial, une punition bien plus efficace que n'importe quel cri. La maison, si belle, est devenue un musée dont J était la gardienne silencieuse. Chaque objet était à sa place, chaque recoin était impeccable. Ma vie était comme ce jardin, parfaitement entretenu, mais sans aucune fleur sauvage. Je passais mes journées à attendre. Attendre qu'il rentre. Attendre son approbation. Attendre un mot gentil. Attendre un regard qui ne soit pas critique. J était devenu un reflet dans la baie vitrée, une silhouette élégante dans une maison vide. Elle, étrangère dans le miroir, était moi. L'amour, ou ce que je croyais être de l'amour, s'est transformé en une dette. Il me rappelait constamment tout ce qu'il faisait pour moi, tout ce que j'avais grâce à lui. La maison, les voyages, la sécurité financière. Et en échange, il ne demandait qu'une chose. Que je sois celle qu'il avait décidé que je serais. Il avait acheté ma vie, et je lui avais donné l'acte de propriété de mon âme sans même m'en rendre compte. Les amis se sont éloignés. Certains ont essayé de me tirer la sonnette d'alarme. On ne te reconnaît plus, m'a dit un jour ma meilleure amie, Claire. Tu es comme une version éteinte de toi-même. J'ai défendu Marc, avec une loyauté féroce née de la peur. Je lui ai dit qu'elle était jalouse, que j'avais enfin tout ce dont une femme pouvait rêver. Elle n'a plus jamais rappelé. Il avait réussi. J était seule.
seul avec lui, dans notre magnifique prison. Le point de rupture n'a pas été un événement spectaculaire. Il n'y a pas eu de violence physique, pas de scandale public. La violence était plus insidieuse, psychologique, une lente et méthodique érosion de mon être. Le point de rupture a été un mardi soir ordinaire. Il était rentré du travail, tendu. J'avais passé la journée à préparer son plat préféré, un bœuf bourguignon qui avait mijoté pendant des heures. J'espérais un sourire, un merci. Il s'est assis à table, a goûté une bouchée, et a reposé sa fourchette. Il manque quelque chose, a-t-il dit, sans me regarder. Ce n'est pas comme d'habitude. J'ai senti mes mains devenir moites. J'ai suivi la recette à la lettre, ai-je murmuré. Il a levé les yeux vers moi, et son regard était vide de toute chaleur. Évidemment. C'est bien ça le problème. Tu suis toujours les recettes. Tu ne crées jamais rien. Tu ne fais qu'exécuter. Ces mots, si anodins en apparence, ont été le coup de marteau qui a fait voler la vitre en éclats. Parce qu'il ne parlait pas du bœuf bourguignon. Il parlait de moi. De ma vie. J. était devenue une exécutante. Une ombre qui suivait une recette écrite par quelqu'un d'autre. Ce soir-là, je ne lui ai pas répondu. J'ai continué à manger en silence, chaque bouchée ayant le goût de la cendre. Mais à l'intérieur, quelque chose était brisé pour de bon. L'illusion. Le mince fil d'espoir auquel je m'accrochais, l'idée que si, juge, était assez parfaite, il m'aimerait à nouveau comme au premier jour. C'est cette nuit-là que la prière est née. Je me suis couché à côté de lui sentant le froid qui émanait de son corps, même dans le sommeil. Et dans le silence de la chambre, les larmes coulant sur mes tempes, j'ai fermé les yeux, et j'ai demandé à l'univers, à n'importe quelle force qui pourrait m'entendre, la seule chose qui me semblait être une libération. S'il vous plaît. Ai-je chuchoté dans le creux de mon oreiller, faites qu'il meure. Faites que ça s'arrête. Je le répétais, encore et encore, comme un mantra désespéré. Ce N était pas la prière d'une meurtrière. C était le gémissement d'une captive qui ne voyait plus la clé de sa propre cellule. Je ne lui souhaitais pas de mal, pas vraiment. Je souhaitais la fin de ma souffrance, et dans mon esprit anesthésié par des années de soumission, sa disparition était devenue synonyme de ma survie. Si lui n'était plus là, alors peut-être que moi, la vraie moi, je pourrais revenir. C était une pensée terrible, une pensée qui me faisait horreur, mais C était la seule pensée D, évasion que mon esprit était encore capable de formuler. Je m'endormais chaque nuit avec ce souhait monstrueux sur les lèvres, et je me réveillais chaque matin avec la culpabilité et la déception de le voir respirer à côté de moi. J était au fond du gouffre, un endroit si sombre que la mort de l'autre semblait être la seule lumière possible. Plusieurs semaines ont passé dans ce brouillard de désespoir silencieux. Chaque jour était une répétition du précédent. Le sourire de façade, les tâches ménagères exécutées à la perfection, les soirées silencieuses. Mais à l'intérieur, la prière continuait, plus fervente, plus désespérée. Je me regardais dépérir. Mon appétit avait disparu, mon sommeil était hanté de cauchemars. Mon corps lui-même semblait vouloir abandonner. Et puis il y a eu cette nuit. Une nuit d'orage, en plein mois de juin. La pluie frappait violemment contre la baie vitrée, et le vent faisait gémir les arbres du jardin. Marc était rentré tard, furieux à cause d'un contrat qu'il avait perdu. Il n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Son mépris était une arme silencieuse. Il a passé la soirée à dénigrer chaque aspect de ma personne. Mon incapacité à tenir une conversation intelligente, mon manque d'ambition, le fait que J était un poids mort qu'il devait traîner. Il disséquait mon âme avec la précision d'un chirurgien, et chaque mot était un scalpel. Je suis restée assise sur le canapé, immobile, le regard fixé sur le jardin déchaîné. Je ne sentais plus rien. J était anesthésié. Quand il a finalement monté se coucher, me laissant seule dans le salon, un calme étrange s'est emparé de moi. Ce N était pas de la paix. C était le calme qui précède la mort, ou la naissance. Le moment où tout s'arrête. Je suis restée là pendant ce qui m'a semblé être des heures. J écoutait la pluie, le vent, et le son de ma propre respiration. Et soudain, une pensée a traversé mon esprit, claire et tranchante comme un éclat de verre. La prière ne serait pas exaucée. L'univers n'allait pas le faire disparaître pour me sauver. Si je voulais vivre, chantons, était à moi de le faire. La peur est revenue. Immense. Paralysante. La peur de l'inconnu. La peur de sa colère s'il me retrouvait. La peur de haine. Être rien sans lui. Comme il me l'avait si souvent répété. Mais pour la première fois, une autre peur est venue la surpasser. Une peur plus profonde,
plus viscérale. La peur de rester. La peur de me réveiller le lendemain matin, et le jour d'après, et tous les autres jours, dans cette maison, avec cet homme, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. L'instinct a pris le dessus. Un instinct de survie pure, animal. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas fait de plan. Mon corps s'est mis en mouvement, mu par une force que j'ignorais posséder. Je me suis levé, sans un bruit. J'ai enlevé mes talons. Pieds nus sur le parquet froid, j'ai traversé le salon. Je n'ai pas pris mon sac, ni mon téléphone, ni mes clés. Prendre quelque chose aurait signifié que je pensais, que j'hésitais. Je ne devais pas penser. Je devais juste bouger. Je suis allé jusqu'à la porte-fenêtre qui donnait sur le côté de la maison, celle que nous n'utilisions jamais. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Un tambour de guerre ou de panique, je ne savais pas. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à tourner la poignée. Le déclic m'a paru assourdissant dans le silence de la maison. Je me suis figé, écoutant. Mais il n'y avait que le bruit de l'orage et de son souffle régulier à l'étage. Je me suis glissé dehors. La pluie m'a fouetté, glaciale, trempant ma robe de soie en quelques secondes. L'herbe était détrempée et boueuse sous mes pieds nus. Et là, devant moi, il y avait le mur. Le mur de notre propriété. Un mur d'environ 2 mètres de haut, en briques rouges, qui nous séparait du jardin des voisins. Il m'a toujours paru infranchissable, décoratif. Ce soir-là, il était le mont Everest. Il était la ligne de démarcation. De ce côté, la prison. De l'autre, l'inconnu. La liberté peut-être. La mort, aussi. L'adrénaline a déferlé dans mes veines. J'ai couru vers le mur. Les briques étaient glissantes à cause de la pluie. J'ai cherché une prise. Mes doigts se sont écorchés. Mes ongles se sont cassés. J'ai glissé une première fois, retombant lourdement dans la boue. Une vague de désespoir m'a submergé. Je n'y arriverai jamais. Était stupide. Je devais rentrer. Mais l'image de son visage méprisant m'est revenue en mémoire. Le son de sa voix disant que je n'étais rien. Et une rage froide a remplacé le désespoir. J'ai réessayé. Cette fois j'ai trouvé une meilleure prise, un creux entre 2 briques. J'ai hissé mon corps, mes muscles brûlants d'un effort auquel il était plus habitué. J'ai réussi à poser un pied sur un rebord. Mon souffle était court, saccadé. Était presque au sommet. Ma robe s'est accrochée à une brique, se déchirant dans un bruit sec. Je m'en fichais. Enfin, Jésia était à califourchon sur le mur. Assise là, sous la pluie battante, le souffle coupé, j'ai regardé une dernière fois derrière moi. La maison. Si belle, si parfaite, illuminée par les éclairs, une cage dorée. Puis j'ai regardé devant, le jardin des voisins, sombre, inconnu, le vide. Je n'ai pas hésité. J'ai basculé de l'autre côté. La chute m'a paru durer une éternité. J'ai atterri lourdement dans un massif de fleurs, le choc me coupant le souffle. Je suis resté là un instant, allongé dans la terre mouillée, le visage tourné vers le ciel déchaîné, sentant la pluie laver mes larmes et ma peur. J'avais mal partout. Était couverte de boue et de griffures. Mais était de l'autre côté. Était libre. Ce saut était pas qu'un acte physique. Était la rupture de mes chaînes. Était le cri de mon âme qui refusait de mourir. Était le premier jour du reste de ma vie. Je me suis relevée, chancelante, et j'ai commencé à courir, sans me retourner. Je courais loin du mur, loin de la maison, loin de l'homme qui dormait à l'étage. Je courais vers moi-même. La liberté au début n'avait rien de glorieux. Elle avait le goût de la peur, et l'odeur de la pluie sur le bitume froid. Après avoir couru pendant ce qui m'a semblé être des kilomètres, trempée jusqu'aux os, grelottante, je me suis retrouvée sous l'auvent d'une boulangerie fermée, à regarder les premières lueurs de l'aube poindre à l'horizon. Était seule. Je n'avais rien. Pas de téléphone, pas d'argent, pas de papier. Juste une robe de soie déchirée, et un corps couvert de bleu. Le vertige du vide était terrifiant. Pendant un instant, l'envie de retourner en arrière, de m'excuser, de retrouver la sécurité de ma cage, a été si forte que j'ai failli vomir. Mais l'image du mur que je venais de franchir m'a retenu. J'avais fait le plus dur. Je ne pouvais pas reculer. J'ai attendu l'ouverture du premier café. J'ai ravalé ma fierté, et j'ai demandé au patron si je pouvais utiliser son téléphone. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû composer le numéro 3 fois. Le seul numéro que je connaissais encore par cœur. Celui de Claire. Mon amie, celle que j'avais rejetée. Quand elle a décroché, sa voix endormie et agacée s'est transformée en pure inquiétude en entendant mes sanglots. Je n'ai pu prononcer que son nom et l'adresse du café. 20 minutes plus tard, elle était là. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a simplement prise dans ses bras, m'a enveloppée dans une couverture qu'elle avait apportée,
et m'a ramené chez elle, dans son petit appartement chaleureux et en désordre. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti en sécurité. Les jours qui ont suivi ont été un parcours du combattant. Marc a dû se rendre compte de ma disparition. Il a appelé sur mon portable, que j'avais laissé derrière moi. Il a appelé mes parents se faisant passer pour un mari inquiet et désemparé. Certains l'ont cru. Le jugement des autres a été une épreuve douloureuse. Pour beaucoup, Jake était la femme ingrate, qui avait abandonné un homme parfait, et une vie de rêve. Mais enfin, il ne t'a jamais frappé ? Me demandaient certains, comme si la seule violence condamnable était celle qui laissait des marques visibles. Comment leur expliquer les bleus à l'âme ? Comment décrire la mort à petit feu ? Le divorce a été une guerre. Il a utilisé son argent et son pouvoir pour me broyer. Il a engagé les meilleurs avocats, a tenté de me faire passer pour folle, instable. Chaque audience au tribunal était une torture, où ma vie intime était disséquée, jugée, déformée. J'ai dû me battre pour chaque centime, pour prouver que j'avais droit à quelque chose après des années passées à être son ombre. Pendant ce temps, je devais reconstruire ma vie à partir de zéro. J'ai dormi sur le canapé de Claire pendant des mois. J'ai trouvé un petit travail de serveuse, humiliant au début pour celle qui organisait des dîners mondains, mais qui me permettait de payer ma part du loyer. Chaque pièce que je gagnais était une victoire, était mon argent, il ne pouvait pas me le prendre. La reconstruction a été un processus lent, ardu. J'ai commencé une thérapie. Ma psychologue m'a aidé à mettre des mots sur l'emprise, sur la violence psychologique. Elle m'a aidé à comprendre que la prière pour sa mort était pas le signe de ma méchanceté, mais la mesure de mon désespoir. J'ai pleuré pendant des heures, des jours, des semaines. J'ai pleuré la femme que j'avais été, l'amour que j'avais cru vrai, les années perdues. Mais petit à petit, à travers les larmes, des choses ont commencé à renaître. Un jour, en passant devant une boutique de loisirs créatifs, j'ai vu de l'argile. Sur un coup de tête, je suis entrée et j'ai acheté un pain de terre. Ce soir-là, dans la cuisine de Claire, j'ai commencé à modeler. Mes mains, qui n'avaient fait que nettoyer et servir pendant si longtemps, se sont souvenues. Elles ont créé une forme maladroite, imparfaite, mais qui venait de moi. Était la première pierre de ma reconstruction. J'ai trouvé un petit studio, à peine plus grand que le dressing de mon ancienne vie. Je l'ai meublé avec des objets de seconde main. Chaque meuble choisi, chaque tableau accroché était une déclaration d'indépendance. Cet espace était à moi. Il était imparfait, modeste, mais il était mon sanctuaire. Les petites victoires se sont accumulées. Le premier repas que j'ai cuisiné juste pour moi, en mettant les épices que j'aimais, et non celles qu'il tolérait. La première fois que j'ai ri aux éclats avec Claire, un rire venu du ventre, sans la peur d'être jugé. La première fois que je suis allée au cinéma seule, juste pour le plaisir de choisir mon propre film. Ces moments, si banals pour les autres, étaient pour moi des miracles. Ils étaient la preuve que je réapprenais à vivre, et non plus seulement à survivre. Je ne suis plus la femme qui priait pour la mort de son mari. Je ne suis plus la fugitive qui escaladait des murs dans la nuit. Ces femmes font partie de mon histoire, elles sont les fondations douloureuses de ce que je suis devenue, mais elles ne me définissent plus. Aujourd'hui, je suis l'architecte de ma propre vie. J'ai repris des études, je suis retournée à ma première passion, l'histoire de l'art. J'ai transformé mon amour pour la poterie en un petit atelier où je donne des cours. Ce n'est pas une vie luxueuse, mais elle est riche. Riche de sens, d'amitié sincère, de liberté. Je vis seule, et pour la première fois, la solitude n'est pas un vide angoissant, mais un espace de paix où je peux me retrouver. J'ai appris à écouter, à respecter mes propres besoins, à dire non. J'ai appris à m'aimer inconditionnellement, avec mes failles et mes cicatrices. Ces cicatrices, je les porte. Celles sur mes mains, souvenir des briques coupantes cette nuit-là, et celles, invisibles, sur mon âme, mais je ne les cache plus. Elles ne sont pas des marques de faiblesse, mais des témoignages de ma force. Elles racontent l'histoire d'une femme qui est tombée au plus bas, et qui a trouvé en elle la ressource de se relever. Le mur que j'ai escaladé était pas seulement fait de briques. Était le mur de la peur, de la dépendance, du silence. En le franchissant, je n'ai pas seulement fui une prison. J'ai commencé à construire ma propre forteresse. Une forteresse dont les murs ne sont pas faits pour m'enfermer, mais pour me protéger. Ces fondations sont solides, faites de tout ce qu'il avait essayé de détruire en moi. Ma résilience, ma créativité, ma voix. Mon histoire ne se termine pas par un il vécurent heureux. Elle se termine par un elle vécut forte. C'est un témoignage que parfois, la fin d'une histoire est en réalité le début de votre propre légende. C'est la preuve que le saut le plus terrifiant de votre vie, ce saut dans l'inconnu,
est celui qui vous apprend, enfin, à déployer vos ailes. On dit que chaque grande histoire d'amour a un point de départ, un instant T, où les univers entrent en collision. Le nôtre a eu lieu un mardi après-midi pluvieux de novembre. Le genre de jour où le ciel gris de Paris semble se dissoudre en une bruine fine et persistante, et où les gens se pressent dans les rues, le col relevé, le visage fermé. Mais à l'intérieur de ma librairie, la page envolée était un havre de paix. L'air sentait le papier jauni, le cuir des vieilles reliures, et le thé à la bergamote, que je laissais infuser pour moi-même derrière le comptoir. La clochette de la porte a tinté, un son cristallin qui a percé le silence feutré. Et il est entré, Marc. Il n'a pas seulement franchi le seuil. Il a semblé absorber toute la lumière de la pièce. Il portait un long manteau sombre, perlé de pluie, et ses cheveux noirs étaient légèrement humides. Mais ce qui m'a frappé, ce n'est pas sa beauté évidente, presque classique, c'est son regard. Des yeux sombres, intenses, qui ne survolaient pas la pièce, mais la scannaient, la lisaient. Quand ils se sont posés sur moi, j'ai eu la sensation étrange et déstabilisante d'être non seulement vue, mais comprise. Ma première impression n'a pas été une simple attirance. Était une sorte de reconnaissance. Comme si une partie de moi l'avait attendu sans le savoir. Il avait une assurance tranquille. Une façon de se mouvoir qui dénotait une confiance totale en sa place dans le monde. Était pas arrogant, non. Pas à ce moment-là. Il était juste, certain. Et pour moi, qui vivais dans un monde de doute et de fiction, cette certitude était comme un phare dans la nuit. Il s'est approché du comptoir, un léger sourire aux lèvres. Il n'a pas demandé le dernier best-seller ou un guide de voyage. Il m'a demandé quel était le livre qui avait changé ma vie. La question m'a prise au dépourvu. Était si direct, si personnel. J'ai bafouillé quelque chose à propos de elle, écume des jours, et son sourire s'est élargi. Boris Vian. Le désespoir joyeux. Je comprends. À cette époque, il était la promesse incarnée. Il était brillant, diplômé d'une grande école de commerce. Mais il pouvait parler de poésie pendant des heures. Il était ambitieux, il construisait déjà son empire financier, mais il semblait fasciné par ma vie simple, qu'il qualifiait authentique. Il avait cette qualité rare de vous faire sentir que vous étiez la personne la plus fascinante de la pièce. Il posait des questions. Il écoutait les réponses. Il se souvenait des détails. Il était l'antithèse de la solitude dans laquelle, sans m'en rendre compte, était confortablement installé. Il y a un souvenir en particulier, qui brille plus fort que les autres dans ma mémoire comme une étoile avant l'aube. Était peut-être notre 4e ou 5e rendez-vous. Je l'avais emmené dans mon endroit secret à Paris, un petit square caché derrière le Panthéon, avec un vieil arbre dont les racines semblaient raconter l'histoire de la ville. Nous nous sommes assis sur un banc, avec un thermos de café, je lui ai parlé de mon rêve. Pas un grand rêve de gloire ou de fortune, mais mon rêve à moi. Posséder un jour une petite maison en Bretagne, avec un jardin assez grand pour y cultiver mes propres légumes, et un atelier pour m'essayer à la poterie. Une vie simple, rythmée par les marées et les saisons. Je m'attendais à un sourire poli, peut-être un peu condescendant. L'homme qui jonglait avec des millions d'euros, devait trouver mon aspiration d'une naïveté touchante. Mais il n'a pas souri. Il a pris ma main dans la sienne, son regard fixé sur le mien, et il a dit, avec un sérieux qui m'a bouleversé. Je le vois. Je te vois, là-bas. Et tu sais quoi? C'est le plus beau projet que j'ai entendu depuis des années. On le construira ensemble. Ta maison au bord de la mer. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pleuré. Pas de tristesse mais d'un bonheur si pur, si intense, qu'il en était douloureux. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un ne voyait pas mes rêves comme des fantaisies, mais comme des plans. Il ne voulait pas me changer. Il voulait construire avec moi. Il avait vu mon âme, et au lieu de la trouver trop simple, il l'avait trouvée belle. Je le croyais. De tout mon être. J'étais convaincu que notre histoire serait l'exception, celle qui prouvait que les contes de fées étaient pas que pour les livres. Il était mon prince, ma forteresse, mon avenir. Je ne savais pas encore qu'une forteresse peut aussi devenir une prison, et que le prince, parfois, n'est que le plus habile des geôliers. La transition du célibat à la vie de couple, puis au mariage, s'est faite avec la fluidité d'un courant qui vous emporte. Il n'y a pas eu de rupture, pas de moment d'hésitation. Avec Marc, tout semblait être une évidence, une suite logique et inéluctable. Il a fait de ma vie un projet, et je l'ai laissé en être l'architecte en chef. Le passage de mon petit appartement à sa vie spacieuse et organisée, s'est fait presque sans que je m'en aperçoive. Un week-end,
il a apporté quelques-unes de mes affaires chez lui. Le week-end suivant, était ma collection de Flaubert. Puis, un jour, il m'a regardé, entouré de cartons à moitié déballés dans son salon immense, et il a dit, « Tu vois, tu es déjà chez toi. » Et était vrai. Je me sentais chez moi, non pas dans les murs, mais en lui. La demande en mariage n'a pas été une simple question posée à genoux. Était une production, une mise en scène dont il avait le secret. Il m'a emmené à Deauville pour un week-end, prétextant un besoin de évader. Il avait réservé la suite la plus spectaculaire d'un palace face à la mer. Le soir, il m'a conduite sur la plage, au crépuscule. Le sable était froid sous nos pieds, le ciel se parait de teintes roses et orangées. Au loin, des lumières avaient été installées, dessinant les mots « Épouse-moi » sur des dizaines de mètres. Ce N était pas une demande intime, un secret entre nous deux. Était une déclaration au monde entier. Quand je me suis retourné vers lui, les larmes aux yeux, il avait un genou à terre, écrin ouvert, sur une bague dont le diamant semblait avoir capturé le dernier éclat du soleil. Comment dire non à un tel spectacle? Était plus qu'une proposition, était un couronnement. J'ai dit oui, bien sûr. Mon oui s'est perdu dans le bruit des vagues et les applaudissements discrets de quelques complices qu'il avait postés plus loin. J'avais l'impression d'être l'héroïne d'un film, sans réaliser que le scénario était déjà entièrement écrit par quelqu'un d'autre. Les premières années de notre mariage ont été baignées d'une lumière dorée. Nous étions ce couple que tout le monde admire, celui qui semble avoir tout réussi. Nous voyagions, nous sortions, nous construisions. Notre grand projet commun, était la maison. Il avait racheté un terrain dans une banlieue chic, et ensemble, nous passions des heures sur les plans avec l'architecte. Ou plutôt, il passait des heures à expliquer sa vision. Et je hochais la tête, émerveillé par sa capacité à tout visualiser, à tout maîtriser. Mon rêve de petite maison en Bretagne? Il l'avait transformé. Pourquoi se contenter de si peu, mon amour? Disait-il. Nous aurons notre havre de paix, mais nous le créerons à notre image. Parfait. La maison est donc devenue cette immense structure de verre et de béton, magnifique mais froide, avec un jardin dessiné au millimètre près. Était son chef d'œuvre, et j'en étais la plus belle pièce décorative. Nos rêves communs étaient devenus ses ambitions. Je ne le voyais pas encore. Était trop occupée à être heureuse, ou du moins, à jouer le rôle de la femme heureuse. Il y a eu des moments de bonheur pur, des instants suspendus où je me sentais la femme la plus aimée de la terre. La mémoire la plus vive, celle qui symbolise le sommet de notre amour, c'est la pendaison de crémaillère de cette fameuse maison. Était une soirée d'été. Tout était parfait. Le jardin était illuminé de guirlandes, le champagne coulait à flots, et une centaine d'invités, tous ses amis et associés, déambulaient sur la terrasse. Je portais une robe qu'il avait choisie pour moi, et je me sentais belle. À un moment il a pris un micro, la musique s'est arrêtée, les conversations se sont tues. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il se tenait au centre de la terrasse, et il m'a appelé à ses côtés. Il a passé un bras autour de ma taille, m'a attiré contre lui, et a commencé un discours. Il a parlé de son succès, de son travail acharné, puis son regard s'est posé sur moi. Mais rien de tout cela n'aurait de sens, a-t-il dit, sa voix chargée d'une émotion qui semblait si sincère, sans cette femme à mes côtés. Elle est mon encre, mon inspiration, elle a transformé cette maison en un foyer, elle est le cœur de tout ce que je construis. Les gens ont applaudi. Il s'est penché et m'a embrassé. Un baiser de cinéma sous les lumières du jardin. À cet instant précis j'ai cru à chaque mot. J'ai ressenti une plénitude absolue. Un sentiment d'alignement parfait avec ma vie. Était le cœur de son monde. Je me sentais essentielle, indispensable. Je flottais. Était le sommet. Le point le plus haut de notre histoire, juste avant la longue et lente descente. Je ne savais pas encore que le cœur, dans une machine, ne décide de rien. Il ne fait que pomper le sang pour que le reste du corps fonctionne. Il exécute. Et ce soir-là, sous les applaudissements, enivré par l'amour et le champagne, était la plus heureuse, la plus dévouée, et la plus aveugle des femmes. La perfection a une date d'expiration. La mienne a expiré quelques semaines après la pendaison de crémaillère, dans le silence glacial d'une voiture de luxe, qui nous ramenait d'un dîner chez l'un de ses associés. La soirée avait été agréable. J'avais retrouvé un peu de mon ancienne répartie, j'avais raconté une anecdote de voyage, une histoire drôle et un peu chaotique de l'aile, époque où je parcourais l'Italie avec un sac à dos et 3 mots d'italien. Tout le monde avait ri, y compris Marc. Je était sentie vivante, visible, comme si une fenêtre snarf était ouverte dans la pièce trop bien décorée de ma nouvelle vie.
la fenêtre s'est refermée brutalement sur le chemin du retour. Alors que les lumières de la ville défilaient, il a rompu le silence, sa voix tranchante comme du verre brisé. C'est 6, était quoi cette histoire, tout à l'heure? J'ai d'abord cru qu'il plaisantait. L'histoire de la panne de scooter à Florence? Était drôle, non? Il n'a pas tourné la tête vers moi? Ses mains serraient le volant. Non? Ce N, était pas drôle. Était embarrassant. Tu te fais passer pour une aventurière un peu paumée. Ça ne cadre pas avec l'image que nous devons projeter. J'ai senti un froid m'envahir. L'image que nous devons projeter. Marc, c'est mon passé, c'est une partie de moi. Il a eu un petit rire sec, dénué de toute chaleur. Ce n'est plus ton passé. C'est le nôtre. Et dans notre histoire, tu n'es pas le genre de femme qui tombe en panne de scooter en Italie. Compris? Ce fut la première fissure, minuscule, mais profonde. À partir de ce soir-là, j'ai commencé à remarquer le travail méticuleux qu'il opérait sur moi. Ce N n'était pas de la violence, pas des cris. Était plus insidieux. Était une correction permanente, un polissage constant, fait avec le sourire d'un homme qui ne veut que votre bien. Il est devenu le sculpteur de sa femme idéale, et était l'argile docile entre ses mains. Mes vêtements ont été les premiers à changer. Ma garde-robe, simple et confortable, est devenue inadéquate. Un jour, il est rentré avec des boîtes de grands couturiers. Je veux juste que tu sois aussi belle à l'extérieur que tu l'es à l'intérieur, disait-il en me tendant une robe hors de prix, magnifique mais rigide, dans laquelle je pouvais à peine respirer. J'ai rangé mes jeans et mes pulls doux, au fond d'un placard, comme de vieux souvenirs d'une autre personne. Puis ce fut le tour de mes amitiés. Claire, ma meilleure amie depuis l'université, est devenue une cible. Après un dîner à la maison où nous avions ri de nos souvenirs étudiantes, Marc m'a pris à part. Elle est gentille, Claire, mais elle te tire vers le bas. Ses conversations sont tellement limitées. Elle ne comprend pas notre monde. Il a commencé à organiser des dîners, des week-ends. Toujours aux mêmes dates que celles où j'avais prévu de voir mes amis. Au début, je me suis battue. Puis, fatiguée de ses soupirs exaspérés et de ses silences punitifs, j'ai commencé à céder. J'ai annulé un café, puis un dîner. Les appels de Claire se sont espacés. La dernière fois que nous nous sommes parlé, elle a dit une phrase qui me hante encore. Je ne sais plus à qui je parle, quand je t'appelle. J'ai raccroché, le cœur en miettes, mais je me suis convaincue qu'elle était jalouse. Était plus facile à croire que d'admettre que était en train de disparaître. Le contrôle s'est étendu à tout, à mes opinions, qu'il qualifiait de naïves en public, avec un sourire indulgent qui me donnait envie de m'enfoncer sous terre. À mes lectures, où il remplaçait mes romans par des biographies d'hommes d'affaires à succès. Lis ça, mon amour, ça t'ouvrira l'esprit. La cage se refermait, barreau après barreau, et chaque barreau était forgé dans l'or de son amour prétendument bienveillant. Il ne me frappait pas. Il n'avait pas besoin. Ses armes étaient les mots, ou l'absence de mots. Le silence était sa plus grande torture. Une remarque qui lui déplaisait, une opinion que je n'aurais pas dû exprimer, et il pouvait passer des jours sans m'adresser la parole, me croisant dans les couloirs de notre immense maison comme si était un fantôme. Le poids de ce silence était insoutenable. Était prête à tout pour qu'il cesse. Je m'excusais, même sans savoir pourquoi. Je promettais, être meilleure, plus attentive, plus discrète. Je devenais la femme qu'il voulait, juste pour entendre à nouveau le son de sa voix. La trahison n'a pas été celle d'un corps étranger dans notre lit. Elle a été bien plus profonde. Il a trahi la promesse qu'il m'avait faite sur ce banc, face au Panthéon. La promesse de construire mon rêve avec moi. Un jour, des mois après le début de cette lente érosion, je lui ai reparlé de cette maison en Bretagne. J'avais vu une annonce. Juste pour rêver un peu. Je lui ai montré la photo d'une petite longère en pierre, avec des volets bleus. Il a jeté un regard distrait sur mon ordinateur. « Tu es encore avec ces enfantillages ?» a-t-il dit, le ton las. « Tu as tout ici. Une maison d'architecte, une vie de rêve. Et tu penses encore à une bicoque humide au milieu de nulle part ? Grandis un peu. » Ce jour-là, j'ai compris. Il n'avait jamais eu l'intention de construire mon rêve. Il l'avait utilisé comme une clé pour ouvrir la porte de mon cœur. Une fois à l'intérieur, il avait jeté la clé et redécoré les lieux à son goût. La trahison, Senini, était ça, le vol de mon avenir, le mensonge sur lequel toute notre vie était bâtie. La confusion était mon état permanent. Étais-je folle ? Étais-je ingrate ? Il me rappelait sans cesse ma chance. Regarde tout ce que tu as.
D'autres femmes tueraient pour être à ta place. Et je finissais par le croire. Je me sentais coupable de ma propre tristesse. Je souriais au dîner, j'organisais sa vie à la perfection. J. est-elle, épouse parfaite. Mais la nuit, quand il dormait à côté de moi, je fixais le plafond, et je me demandais où était passée la femme, qui riait trop fort, qui portait des pulls confortables, et qui rêvait d'un jardin en Bretagne. Le véritable début de la fin est arrivé un mardi soir, un soir d'automne ordinaire. Il était rentré du travail, visiblement contrarié par une affaire qui avait mal tourné. J'avais passé l'après-midi à lui préparer son plat préféré, un bœuf bourguignon qui avait mijoté pendant 6 heures. L'odeur emplissait la maison, une odeur de réconfort, de foyer. J'espérais que cela l'apaiserait, que nous pourrions avoir un moment de paix. Il s'est assis à table, a servi une assiette sans un mot. Il a pris une bouchée, a mâché lentement, puis a posé sa fourchette. Son regard s'est levé vers moi, et il était vide, métallique. C'est raté. Le mot est tombé dans le silence de la grande salle à manger. J'ai senti mon estomac se nouer. Quoi? Mais j'ai suivi la recette de ta mère à la lettre. Il a esquissé un sourire, mais ce N était qu'un rictus de mépris. C'est bien ça le problème, n'est-ce pas? Tu suis toujours les recettes. Celles de ma mère, celles des magazines de décoration, celles que je te donne. Tu ne crées jamais rien. Tu ne fais qu'exécuter. Tu es une excellente exécutante, je te l'accorde, mais tu n'es que ça. Chaque mot était un clou planté dans mon cercueil. Il ne parlait pas du dîner. Il parlait de ma vie. Il venait de résumer ce que était devenu en une seule phrase assassine. Une exécutante. Une coquille vide qui suivait les ordres. Je n'ai rien répondu. Je suis resté là, la fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche, le goût de la cendre remplaçant celui du vin rouge. J'ai vu s'effondrer devant moi les ruines de l'illusion que j'entretenais. L'illusion que si Jas était parfaite, il m'aimerait. La vérité, c'est qu'il ne voulait pas m'aimer. Il voulait me posséder. Et ce soir-là, il venait de me signifier que même en tant qu'objet, je t'aime, était pas à la hauteur. Ce soir-là, les fissures sont devenues un gouffre. Et pour la première fois j'ai regardé au fond, et j'y ai vu une obscurité si profonde, que j'ai su que je ne pourrais pas en remonter seul. La prière pour sa mort était éteinte, remplacée par le bruit assourdissant de ma propre survie. Mais la vraie rupture, le moment où la fissure est devenue un abîme infranchissable, n'a pas eu lieu dans la nuit de ma fuite. Elle a eu lieu 3 jours plus tard, dans le salon de Claire, sous la lumière crue d'une ampoule nue. Il m'avait trouvé. Il n'avait pas appelé. Il n'avait pas envoyé de message suppliant. Il était simplement venu, comme un souverain venant récupérer un bien qui lui appartenait. Quand la sonnerie de l'interphone a retenti, sa voix, métallique et sans appel, a tranché le silence. « Ouvre ! Je sais qu'elle est là. » Le souffle coupé, j'ai vu Claire se diriger vers la porte, prête à le renvoyer. Mais je l'ai arrêtée. Je savais que je ne pouvais plus me cacher. Était un autre mur à franchir, un mur fait de sa présence, de son pouvoir sur moi. Je devais l'escalader seul. Il est entré. Son regard a balayé l'appartement chaleureux mais modeste de mon ami avec un mépris qui était une insulte silencieuse. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Je portais un vieux jean et un pull trop grand que Claire m'avait prêté. Mes cheveux étaient attachés à la hâte, mon visage était nu. J était l'antithèse de la femme qui l'avait façonné. La déception sur son visage était palpable. Le jeu est terminé. Tu rentres à la maison. Ce N n'était pas une demande. Était un ordre. Et dans le silence qui a suivi, j'ai senti toutes mes peurs anciennes remonter à la surface, menaçant de me noyer. La peur de sa colère. La peur de sa punition silencieuse. Mais une autre force, nouvelle, née sur ce mur sous la pluie battante, a tenu bon. Le mot est sorti de ma gorge, rauque, comme s'il avait dû parcourir des kilomètres pour atteindre mes lèvres. Non. Il a haussé un sourcil, surpris par cette audace. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai prononcé la phrase qui allait sceller mon destin. Je veux le divorce. D'abord il y a eu un silence de pure incrédulité. Puis, un rire. Pas un rire joyeux. Un rire sec, cruel, qui résonne encore dans mes cauchemars. Le divorce ? A-t-il répété, comme si ça était le mot le plus absurde qu'il ait jamais entendu. Mais tu vas divorcer de quoi, exactement ? De ma maison ? De mes comptes en banque ? De la vie que je t'ai offerte ?
Tu n'as rien. Tu n'es rien sans moi. Tu crois que tu vas faire quoi? Retourner vendre tes livres poussiéreux dans une boutique minable pour un salaire de misère? Chaque mot était conçu pour me blesser, pour me rappeler mon impuissance. Mais pour la première fois, ces paroles ricochaient sur une armure invisible que je ne savais pas posséder. J'ai levé le menton. Je préfère être rien par moi-même que tout grâce à toi. La conversation qui a suivi a été une lente et vicieuse tentative de démolition. Il a tout essayé. La manipulation affective moins, pense à tout ce que nous avons construit. Moins, la culpabilisation moins, après tout ce que j'ai fait pour toi contre moins, et enfin la menace à peine voilée, moins. Tu vas regretter ça. Je vais faire de ta vie un enfer. Quand il est parti, claquant la porte derrière lui, la vibration a secoué l'appartement. Je ne me suis pas effondré. Je suis resté debout, au milieu du salon de Claire, et pour la première fois, j'ai eu la certitude absolue que j'avais pris la seule décision possible. La guerre était déclarée. Et ce fut une guerre. Une guerre d'usure, litigieuse, où chaque victoire se payait en larmes et en nuits blanches. Il a tenu sa promesse. Il a utilisé son argent et son influence pour me broyer. Le divorce était pas une séparation, était sa dernière tentative pour me punir de l'avoir quitté. Mes parents, désorientés, ne comprenaient pas. Mais il semblait si parfait, me disait-il au téléphone, leur voix pleine de reproches. Pour sa famille et ses amis, le récit était simple. J était une profiteuse instable et ingrate qui l'avait abandonnée. Le jugement des autres a été une épreuve presque aussi dure que la solitude elle-même. Le moment le plus difficile a été l'audience de conciliation. Je me souviens encore du froid glacial de la salle du tribunal, du bois sombre et de l'acoustique qui donnait à chaque mot un poids terrible. Marc était là, de l'autre côté, impeccable dans son costume, le visage grave et digne d'un homme trahi. Son avocat, avec une éloquence venimeuse, a dressé de moi un portrait dévastateur. Il a utilisé ma thérapie comme une preuve de mon déséquilibre mental. Il a transformé mon besoin de liberté en caprice immature. J'ai dû écouter, sans mot dire, le récit de ma vie être tordu, réécrit, pour faire de moi la seule coupable. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J était seul, face à une machine conçue pour m'anéantir. C'est en croisant mon propre reflet dans la carafe d'eau posée sur la table, que j'ai puisé une force inattendue. J'ai vu une femme effrayée, oui, mais dont le regard ne flanchait pas. Une combattante. J'ai relevé la tête. Après des mois de cette sale guerre, le jour de la signature est enfin arrivé. Pas de tribunal cette fois, juste le bureau silencieux et impersonnel d'un notaire. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Nous ne nous sommes pas adressés un seul regard. Le notaire a lu les termes de l'accord, le résultat d'une bataille épuisante. Je n'obtenais presque rien sur le plan matériel, mais je gagnais l'essentiel, ma liberté. Quand on m'a tendu le stylo, mes doigts se sont refermés dessus. Il était lourd, pas de son poids physique, mais du poids de tout ce qu'il représentait. La fin d'un mensonge. Le début de la vérité. J'ai apposé ma signature au bas de la page. Mon nom, celui qu'il avait tenté d'effacer sous le sien, écrit d'une main ferme. Chaque boucle, chaque lettre, était un acte de rébellion, un adieu à la femme soumise que j'avais été, et un bonjour à celle que je choisissais de devenir. En cet instant, je n'ai ressenti ni tristesse, ni colère. Juste un profond soulagement. Le silence après un long orage. J'ai repoussé ma chaise, me suis levé, et j'ai murmuré. Au revoir au notaire, sans accorder un regard à l'homme qui était désormais mon passé. Je suis sorti de l'immeuble, et j'ai été accueilli par le soleil de midi. J'ai fermé les yeux, le visage tourné vers le ciel, et j'ai pris la plus profonde inspiration de toute ma vie. L'air n'avait jamais été si doux. J'étais seul, je n'avais presque rien. Mais j'étais libre. Et pour la première fois, le futur ne ressemblait pas à un vide terrifiant, mais à une page blanche, qui n'attendait que moi pour être écrite. Après la signature, il n'y a pas eu de feu d'artifice, pas de cri de victoire, il y a eu le silence. Un silence si vaste, si profond, qu'il semblait avoir un poids. Les premiers mois, j'ai vécu dans ce silence. Dans mon petit studio, chaque bruit était le mien. Le cliquetis de la bouilloire, le froissement des pages d'un livre, le son de ma propre respiration la nuit. Au début, ça était terrifiant. La solitude était une présence physique, une ombre qui s'asseyait à côté de moi sur le canapé. J était si habitué à vivre en fonction de l'humeur d'un autre, à anticiper ses besoins, à combler ses silences, que je ne savais plus comment exister seul. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant, avec l'impression d'avoir oublié de faire quelque chose d'important. Et puis je réalisais, la seule chose importante, désormais, était moi.
La liberté n'est pas arrivée comme un coup de foudre, elle s'est infiltrée, doucement, par les fissures. Le premier jour où j'ai acheté une orchidée d'un violet criard, simplement parce que j'aimais cette couleur qu'il aurait jugée vulgaire. Le premier soir où j'ai dîné d'un bol de céréales devant une vieille comédie romantique, sans personne pour me dire que était un repas indigne. La première fois que j'ai marché sous la pluie sans but, juste pour sentir les gouttes sur mon visage, un plaisir simple qu'il aurait qualifié d'enfantillage. Chacun de ces petits actes de rébellion silencieuse était une maille de mon ancienne prison qui se rompait. Était ça, la liberté, le droit à l'insignifiance, le droit à l'imperfection, le droit d'être simplement soi. La guérison a été un travail. Un vrai travail, à plein temps. La thérapie a été ma bouée de sauvetage. J'y ai appris les mots que je n'avais pas. Emprise, perversion narcissique, violence psychologique. Mettre des noms sur mes mots, était leur retirer leur pouvoir mystique. J'ai compris que était pas folle, que ma souffrance était réelle, légitime. J'ai pleuré. J'ai pleuré des années de larmes retenues, des larmes de rage, de tristesse, de deuil. Le deuil de l'amour que j'avais cru vrai, le deuil de la femme que j'aurais pu être si je ne l'avais pas rencontrée. Et puis, un jour, les larmes se sont taries. J'ai renoué avec mes mains. J'ai retrouvé le chemin de l'argile. Dans un petit atelier de quartier, au milieu d'autres apprentis, j'ai plongé mes mains dans la terre froide et humide. Et j'ai créé. Des bols tordus, des vases bancals, des objets pleins de défauts. Mais ils étaient à moi. Chaque imperfection était la marque de ma main, la preuve de mon existence. Modeler la terre, était modeler ma nouvelle vie. Prendre une matière brute, informe, marquée par le passé, et lui donner une nouvelle forme, une nouvelle utilité, une nouvelle beauté. Mes amis les vrais, sont revenus doucement, sur la pointe des pieds. Claire, surtout. Elle n'a jamais dit, je te l'avais bien dit. Elle m'a simplement ouvert sa porte, son cœur, et m'a laissé le temps de réapprendre à faire confiance, à rire. Nos soirées n'avaient rien de glamour. Juste une pizza, un verre de vin, et des conversations qui duraient jusqu'au milieu de la nuit. Elle m'a rappelé qui j'étais avant lui, et m'a aidé à rencontrer celle que je devenais. Aujourd'hui, ma vie n'a rien à voir avec celle d'avant. Je vis dans ce même petit studio, qui est devenu mon royaume. Les murs sont couverts de livres, du sol au plafond. Mes poteries imparfaites servent de pots de fleurs, de tasses à café. C'est un chaos joyeux, un désordre vivant qui me ressemble. J'ai repris mes études d'histoire de l'art. Je passe mes journées à la bibliothèque, le nez dans des ouvrages qui sentent la poussière et le savoir. Le soir, je donne des cours de poterie dans l'atelier où j'ai tout réappris. Voir la joie sur le visage de mes élèves quand ils créent quelque chose de leurs propres mains, c'est une récompense inestimable. Ma routine est simple, mais elle est choisie. Ce qui a le plus changé, c'est moi. J'ai appris que ma sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une force. J'ai appris que ma voix compte, même si elle tremble. J'ai appris que l'amour ne doit pas être une cage, mais un jardin où deux personnes peuvent grandir côte à côte, sans cesse, étouffées. L'amour le vrai ne vous demande pas de devenir plus petite pour lui faire de la place, il vous encourage à prendre toute la vôtre. Ai-je pardonné ? C'est une question complexe. Je ne lui ai pas pardonné, à lui, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Pardonner ses actes reviendrait à dire qu'ils étaient excusables, et ils ne l'étaient pas. Mais j'ai pardonné à la vie. J'ai pardonné à la jeune femme naïve, que j'étais, qui est tombée amoureuse d'une illusion. J'ai accepté que cette partie sombre de mon histoire est une fondation de la forteresse que je suis aujourd'hui. On ne peut pas effacer les fondations sans faire écrouler édifice. Alors je les ai intégrées. Le pardon pour moi c'est ça. Ne plus laisser le passé dicter mon présent. C'est me libérer de la dette de la haine. Quant à l'avenir, je ne le planifie plus. Je l'accueille. Je ne cherche pas l'amour, mais je n'ai plus peur de lui. Je sais désormais que je suis complète par moi-même. La prochaine personne qui entrera dans ma vie ne viendra pas combler un vide, car il n'y en a plus. Elle viendra ajouter sa musique à la mienne, pour créer une symphonie, peut-être, mais pas pour faire taire ma mélodie. Pour l'instant je suis concentrée sur mes études, mon art, mes amitiés. Je construis ma vie comme je construis mes poteries. Avec patience, avec intention. Et en acceptant que la beauté réside souvent dans les imperfections. Je suis la gardienne de ma propre forteresse. Et pour la première fois, depuis ces murs je regarde l'horizon non pas avec appréhension, mais avec une curiosité sereine. La page est blanche. Et le stylo désormais est entre mes mains. Si je pouvais remonter le temps, me glisser dans le silence de ma librairie par un après-midi de pluie,
et me tenir invisible à côté de cette jeune femme que j'y étais, cette femme au cœur grand ouvert qui allait bientôt rencontrer l'homme qui le refermerait. Que lui dirais-je? Je ne lui dirais pas de fuir, elle ne me l'écouterait pas, elle était amoureuse de la promesse, et on ne peut pas raisonner avec une promesse. Mais je lui murmurerais à l'oreille, si doucement que cela ressemblerait à sa propre intuition. Écoute. Écoute cette toute petite voix, au fond de toi. Celle qui frissonne quand il te dit que tes rêves sont adorables mais pas assez grands. Celle qui se serre quand il qualifie ton histoire de bohème. Cette voix, ce n'est pas ta peur, ce n'est pas ton doute. C'est la gardienne de ton âme. Ne la laisse jamais, jamais, sacre, éteindre. Je lui dirai que l'amour, le vrai, ne polie pas vos aspérités pour que vous entriez dans une boîte. Il vous donne l'espace de grandir, avec toutes vos branches tordues et vos fleurs sauvages. Je lui dirai que la sécurité matérielle est un prix terriblement élevé à payer pour sa propre voix. Et surtout je la prendrai dans mes bras et je lui dirai « Tu es plus forte que tu ne le crois. Cette force est juste endormie. Quand le moment viendra, et il viendra, elle te réveillera. Et ce jour-là, ne doute pas d'elle. Fais-lui confiance. » Si mon histoire résonne en vous, si vous reconnaissez votre silence dans le mien, si vous vivez dans une maison magnifique qui ressemble à une cage, alors mon message pour vous est simple. Vous êtes pas seul. La violence qui ne laisse pas de bleu sur la peau, en laisse d'incurable sur l'eau, âme. Elle est réelle, elle est destructrice, et vous avez le droit de vouloir y survivre. Je sais la peur qui vous paralyse. La peur de l'inconnu, la peur du jugement, la peur de ne pas y arriver, c'est une montagne qui semble impossible à gravir. Mais laissez-moi vous confier un secret, appris cette nuit-là, sous l'orage. Il arrive un moment où la peur de rester, la peur de disparaître complètement, devient plus grande que la peur de partir. Accrochez-vous à cette peur-là, faites-en votre allié. Elle est votre instinct de survie qui vous crie de sauter. Votre mur n'est peut-être pas un mur de briques. C'est peut-être un téléphone que vous n'osez pas décrocher pour appeler à l'aide. C'est peut-être une conversation que vous repoussez sans cesse. C'est peut-être une porte que vous devez simplement franchir, sans rien emporter d'autre que vous-même. Le premier pas est un déchirement. La liberté, au début, a le goût amer de la panique. Mais chaque pas après ce premier pas vous rapproche de vous. Ne croyez pas que vous devez avoir un plan parfait, vous n'en avez pas besoin, vous avez seulement besoin d'un instant de courage, un seul, l'instant du saut. Le reste vous le construirez, pierre par pierre. Échec après échec. Victoire après victoire. Vous apprendrez que vous êtes capable de bien plus que ce que l'on vous a fait croire. Vous apprendrez que la solitude peut être un espace de paix, et non de vide. Vous apprendrez que votre propre approbation est la seule qui compte vraiment. Mon histoire n'est pas une histoire de haine, c'est une histoire d'amour. L'histoire du plus difficile et du plus important des amours. L'amour de soi. Cet amour qui vous donne la force de briser vos propres chaînes. Le saut par-dessus ce mur haine était pas la fin de ma vie. Était le début. Le véritable début. Alors ne priez plus pour que quelqu'un d'autre disparaisse afin que vous puissiez vivre. Priez pour trouver la force de vous choisir. Ne demandez plus à l'univers de vous sauver. Devenez votre propre sauveuse. Votre vie est votre chef-d'œuvre. N'en confiez jamais plus le pinceau à quelqu'un d'autre. Reprenez-le. Et peignez le ciel que vous méritez.